Renault Laguna, Peugeot 407, Ford Mondeo, Opel Vectra, Volkswagen Passat. Jadis, lorsqu'un constructeur généraliste concevait une voiture familiale, celle-ci prenait systématiquement comme forme celle d'une berline, voire d'un break. Mais depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, ces carrosseries se sont vues remplacer petit à petit dans les catalogues des mêmes fabricants par une catégorie de véhicules venus des États-Unis d'Amérique, les SUV. Acronyme de l'anglais Sport Utility Vehicles, ces autos peuvent se définir comme une sorte de croisement entre 4x4 et berline. Ne proposant pas systématiquement des systèmes de transmission intégrale, ils restent destinés à un usage tout à fait ordinaire. Depuis leur introduction sur le marché européen, et français en particulier, l'intérêt du public pour ces engins hauts sur pattes ne faiblit pas. Design évoquant l'aventure et la fuite des villes, armes contre les dodanes, facilité d'accès à bord, nombreuses sont les raisons plus ou moins rationnelles que les aficionados du genre n'hésitent pas à déclamer pour expliquer pourquoi ils apprécient ce type de véhicule. Mais vous allez probablement être surpris. L'une des raisons principales pour lesquelles les SUV font un tel carton est liée au choix croisé du législateur et des constructeurs, décision ayant eu comme conséquence la dégradation de l'expérience de conduite à bord des berlines. De nombreux acheteurs de SUV le disent. La position de conduite en hauteur leur apporte un confort supplémentaire, notamment au niveau de la capacité à percevoir les obstacles et autres piétons. Jadis réservé aux camions et aux tracteurs, le plébiscite récent et quasi généralisé du public pour la position de conduite de type surélevé n'est ni un phénomène de mode, ni un caprice passager, mais possède au moins une explication technique. Pour la mettre en lumière, il nous faut faire un retour dans le temps. 1997. L'organisme Euro NCAP est officiellement créé à Bruxelles. Ses deux missions principales sont les suivantes. Tout d'abord, normaliser les crash tests des automobiles avant leur mise sur le marché européen. Et deuxièmement, commanditer, vérifier et valider ces mêmes tests. La liste initiale se bornait à 3 épreuves. La première, choc frontal du véhicule réalisé contre un mur fixe à une vitesse de 64 km/h. Choc latéral d'une barrière déformable lancée contre le véhicule et test simulant un choc latéral contre un poteau. Depuis cette date, l'organisme Euro NCAP a régulièrement ajouté de nouveaux tests à la liste, mais aussi durci les critères de notation aux tests existants. Exemple non exhaustif. 2000, ajout d'un test de choc avant décentré. En 2003, ajout de notation spécifique de protection enfant. En 2008, ajout du test choc arrière. 2009, évolution du système de notation désormais basé sur 4 critères: protection des occupants adultes, protection des jeunes passagers, protection des piétons étendue aux cyclistes et depuis lors dénommé protection des usagers vulnérables de la route. Aide à la sécurité, évaluant les technologies d'aide à la conduite et d'évitement d'accidents. 2009, le test du coup du lapin est intégré au nouveau système d'évaluation. Pour y faire face, les constructeurs choisirent systématiquement la voie la plus simple et la moins onéreuse, la rigidification du véhicule d'une génération après l'autre par augmentation de la masse de ferraille. Ceci, vous l'aurez compris, au détriment des surfaces vitrées. Exemple. En haut, une Renault 21 datant des années 1980. En dessous, sa lointaine descendante, la Renault Talisman, dernière berline familiale proposée par le constructeur français depuis le retrait définitif de ce genre de véhicule de sa gamme. Bien que les valeurs d'encombrement et de poids aient subi une inflation certaine sur cette dernière par rapport à la vénérable Renault 21, à l'inverse, la hauteur de pare-brise relative a vu sa valeur drastiquement diminuer. Représentant plus de 45% de la hauteur du véhicule il y a 40 ans, celle-ci s'était effondrée en dessous de 37% sur la Talisman.
Autre évolution réglementaire, l'introduction de normes de choc piéton. Conçues pour minimiser les blessures infligées aux piétons dans le cas d'un accident urbain, ces normes ont nécessité de faire évoluer la forme du capot. En l'occurrence, ces pièces de carrosserie ont adopté des formes de plus en plus bombées. La réduction du pourcentage de vitres alliée à l'utilisation de capots bombés a eu la conséquence finale suivante: une forte réduction de l'angle de vision vertical du conducteur. Le cas des berlines Renault cités plus haut le confirme. On observe en effet, sur 25 ans, un recul de l'angle de vision du conducteur de 32 à 24 degrés. Pour tenter de contourner ce problème, les constructeurs ont choisi deux solutions simples. La première, l'augmentation de la surface vitrée. Oui, mais en gardant le même ratio carrosserie-caisse, ceci implique donc l'augmentation de la hauteur globale du véhicule. La seconde, qui s'avère corollaire de la première, est la hausse de la position de conduite. Résultat par l'exemple. Le récent remplacement de la Renault Talisman par le SUV Rafale permet en effet d'augmenter l'angle de vision du conducteur de 6 degrés, ce qui lui permet de s'approcher de celui de la vénérable Renault 21. Mais l'angle de vision vertical n'est pas le seul impacté par les changements de réglementation liés au crash test. Car, et cette fois pour passer les normes de crash test latéraux qui se sont durcies, les constructeurs ont non seulement réduit la surface des vitres sur le plan latéral, mais aussi et surtout augmenté l'épaisseur des parties carrosserie des ouvrants. Dans le même temps, un autre élément du véhicule a dû être renforcé. Il s'agit des montants de pare-brise. Le résultat, malgré l'augmentation année après année du volume extérieur des véhicules, le phénomène délétère suivant s'est généralisé: la réduction de l'angle de vision sur le plan horizontal également. Mais pire, les mêmes choix techniques eurent les mêmes conséquences non seulement à l'avant, mais aussi à l'arrière du véhicule. En clair, l'augmentation du pourcentage de carrosserie et l'élargissement des montants de custode ont eu comme effet la diminution de la taille de la vitre arrière ainsi que de celle des vitres de custode. Pour couronner le tout, une mode également venue des États-Unis d'Amérique a littéralement tué la luminosité à bord des berlines: la généralisation des vitres aux teintes très foncées. Associée aux causes listées plus haut, la conséquence finale, on s'en doute, est la suivante: une sensation globale de médiocre vision au volant des berlines récentes. Problème résolu par nombre d'acheteurs par l'acquisition d'un SUV. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. Deux solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.